Je vais devoir lâcher ça là. Tu nous dis stop. Mais l'événement a été créé il y a déjà 3 ans, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres littéraires qui se faisaient souvent dans des lieux un peu centre-ville, un peu, je peux dire, un peu pas rupé, mais un peu snob, quoi. D'où l'envie de créer ce genre de manifestation dans les quartiers. C'est une association qui a été créée il y a 7 ans. L'objet est de récupérer des livres et de les redistribuer gratuitement dans des quartiers prioritaires, dans les QPV, ce qu'on appelle. En 7 ans, on a distribué déjà un peu plus de 100 000 livres. Et on travaille surtout sur des quartiers sensibles, quoi. Nîmes, Pissevin, Val-de-Gour, Chemin-Bas d'Avignon, Alès. Mais après, au départ, c'était de distribuer le livre, parce que moi, j'ai eu la rencontre avec le livre très tard dans ma vie. Et comme je dis souvent, quoi, ça m'a donné des réponses à des questions que je ne me posais pas, quoi. Donc, ce bonheur, ce bien-être, j'ai voulu le faire partager, quoi. Ce livre, eh bien, c'est le récit de mon parcours, de mon histoire, de ma trajectoire. Je tenais à expliquer aux gens qui m'entouraient d'abord qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut devenir un délinquant, qu'est-ce qui fait que des institutions chargées de prendre le relais pour ces enfants représentent parfois, et même trop souvent, un tremplin, j'ai envie de dire, pour passer de la délinquance vers la criminalité. Et je voulais aussi expliquer qu'est-ce que réellement l'univers carcéral, quelle est cette violence, quelles sont ces sensations d'enfermement, quels sont ces questionnements intérieurs que l'on se fait une fois enfermé, et comment est-ce qu'on devient acteur de sa réinsertion. Et ce que je voulais aussi, c'est donner un message d'espoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit sa réinsertion et sa désistance. Alors, la désistance, c'est pas pareil que la résistance, c'est encore pas pareil que la résilience. La désistance, c'est simplement le fait de se désister de comportements ordaliques, de comportements à risque, de comportements délinquants ou criminels. Donc, c'est quels sont les ressorts, quelles sont les ressources que l'on active d'abord en soi, mais aussi autour de soi, pour pouvoir sortir de ces schémas déviants. Donc, la désistance s'organise autour de 3 leviers, ou même 4 ou 5 même. Le premier, ça va être le raisonnement. Changer sa façon de voir les choses. Si dans sa tête, la fin justifiera toujours les moyens, alors on a un problème. Si on a une famille toxique, on a un problème. Si on a un environnement qui nous tire vers le bas, on a un problème. Si on a des fréquentations pour lesquelles on se laisse embrigader, alors on a un problème. Mais surtout, si on n'arrive pas à traiter ses addictions, sa violence, et qu'on n'a pas de projet de vie, de projet d'insertion, alors là encore, on a un problème. Donc la désistance, c'est le fait de travailler sur l'ensemble de ces leviers pour trouver un équilibre et essayer de se réparer tout en trouvant sa place, une nouvelle place dans la société. C'est vrai qu'il y a eu un changement de paradigme, si je puis dire. Mais d'abord, ce que j'aimerais indiquer, c'est qu'on ne s'en sort jamais seul. Jamais. Si vous connaissez quelqu'un qui s'en est sorti seul d'une grande difficulté de la vie, présentez-le-moi, je ferai un selfie avec lui pour ne jamais l'oublier. Je ne pense pas avoir fait l'exception à cette règle, je ne m'en suis pas sorti seul. Bien sûr, j'ai contribué fortement par l'envie, l'espoir, la détermination de m'en sortir. Parce que ce que j'ai vécu à mon plus jeune âge, je l'ai indiqué dans le récit de mon parcours, c'était injuste pour un enfant de vivre ça. J'ai voulu m'en sortir de manière déterminée. Mais j'y serais pas arrivé seul. D'abord, il y a eu ces éducateurs que j'ai rencontrés sur mon chemin et dont je n'ai pas su saisir la chance lorsqu'elle m'était tendue, car je n'avais pas la maturité pour comprendre le travail qu'ils faisaient autour de moi. Ça m'a fait évoluer dans la délinquance. J'ai fait que muscler mes compétences dans la délinquance. Et puis, arrivé en prison, finalement, le dernier rempart à ma violence, c'est là où j'ai fait les meilleures rencontres de toute ma vie. Souvent, on pense qu'en prison, entre détenus, on parle que de délinquance, de criminalité, de récidive, d'argent, de drogue, ou que sais-je encore. C'est vrai qu'on parle de ça, mais on ne parle pas que de ça. On parle aussi de la vie, de la famille, de l'amour, de la politique, des médias. On parle de nos espoirs, on parle de nos histoires, on parle de nos vies, tout simplement. Et dans ces prisons, j'ai fait de très, très bonnes rencontres. Je vais vous en compter 3, si vous me le permettez. La première, c'est celle avec un ancien détenu qui avait été condamné à mort, puis gracié par Badinter et Mitterrand au moment de l'abolition de la peine de mort.
Ça faisait 37 ans et demi qu'il était en prison et il m'a posé une question qui a cheminé. Cette question, c'était « Karim, quelle est la différence entre cette minute-là, dans laquelle toi et moi on parle maintenant, et la suivante ?» À 19 ans, dans cette cour de promenade, je ne crois pas avoir eu la maturité pour comprendre cette question. Puis je me suis trouvé dans la prison de la prison, le mitard, le quartier disciplinaire, un endroit très très fermé, dans lequel reviennent à la surface tout ce qu'on a mis de côté, toutes ces choses auxquelles on ne veut pas penser parce qu'on est les premiers impliqués, toutes ces choses qui demanderaient à ce qu'on change, à ce qu'on se remette en question, à ce qu'on accepte notre responsabilité. Toutes ces choses reviennent à la surface et la question de cet ancien est revenue. Et c'est dans ce mitard que je me suis dit, mais bon sang, en une seconde, qu'est-ce que je peux faire? En une seconde, je peux me poser une question. En 3 secondes, je peux sauter par terre, faire 2-3 pompes et remonter. Et au fil de ce cheminement, je me suis dit, mais finalement, plus il y a du temps, et plus je peux faire des choses dedans. Alors, des secondes et des minutes dans 10 ans de réclusion criminelle, j'en ai énormément. Alors, bien sûr que je ne peux pas aller où je veux, quand je veux, pour faire ce que je veux, je suis en prison. Mais dans ma tête, je peux faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions et m'y tenir. Alors, c'est ce jour-là que j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai un problème avec la violence, il faut que j'utilise ma peine pour régler ce problème. J'étais décrocheur et décroché scolaire. Alors j'ai utilisé ma peine pour reprendre mes études, lire, apprendre à compter, apprendre à réfléchir, avoir un esprit critique et surtout à me projeter dans la vie. Donc il m'a donné l'espoir de pouvoir retrouver un pouvoir d'agir, même en prison. Redevenir finalement le professeur des mathématiques de ma vie, même dans 9 mètres carrés. On peut continuer de grandir. Deuxième rencontre, c'est celle avec un aumônier catholique qui est venu dans ma cellule par erreur. Un aumônier catholique, c'est une personne qui vient dans votre cellule sur votre demande pour parler spirituel, philosophie ou religion. Et là, il est venu dans ma cellule à Fresnes et il a ouvert la porte et il m'a dit « Ah, excusez-moi, je me suis trompé. » J'ai dit « Ah oui, ben moi aussi, je me suis trompé. C'est pour ça que je suis là. » Alors rentrez, asseyez-vous sur le seul tabouret de ma cellule. Il m'a dit « Monsieur, vous avez l'air de ne pas être bien. » J'ai dit « Oui, mon père, si c'est comme ça qu'on doit vous appeler. Bien sûr que je ne vais pas bien. Et vous ne savez pas pourquoi? Parce que je crois bien que même Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. » Et cet homme, dont je ne connais même pas le prénom, et qui est resté 20 minutes dans ma cellule, m'a dit une phrase qui m'a bouleversé, littéralement. Cette phrase, c'est la suivante. « Détrompez-vous, monsieur, car Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et s'il vous a éprouvé, c'est qu'il sait que vous possédez en vous les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. » À ce moment-là, je peux vous l'assurer, j'ai compris que j'étais un prince, habillé en mendiant depuis 20 ans. Parce que j'avais 2 rêves dans ma vie. Le premier, c'est que ma mère m'aime. Et le deuxième, c'était que la justice me pardonne. Et il est en train de me dire qu'il existait quelqu'un quelque part qui pourrait m'aimer et me pardonner. Ça m'a bouleversé, ça a changé ma façon de voir le monde. Et je peux vous l'assurer aussi, quand vous changez votre façon de voir le monde, alors vous changez votre façon d'entrer dans ce monde et d'évoluer dans ce monde. J'ai une dernière rencontre et je l'ai mis en dernier, mais pas parce qu'elle compte moins. C'est la rencontre avec une femme. Une rencontre avec une femme et on a créé une relation épistolaire par courrier, par correspondance. Cette femme m'a écrit 3 courriers par semaine pendant 4 ans durant ma peine. Cette femme, c'est mon épouse depuis 23 ans maintenant. C'est avec elle que j'ai construit mon avenir, ma famille, ma vie. On dit souvent que derrière un homme, il y a une femme. Je peux vous assurer que ma femme, elle n'est pas derrière moi. Ma femme, elle est à côté de moi, elle est devant moi, elle est au-dessus de moi, elle est dans mon cœur. Elle m'a rencontré, j'étais un animal au sang froid. Elle a fait de moi un homme au cœur chaud. Elle a fait de moi un amant, un mari, un papa. Je dois tout à ces rencontres. Voilà ce qu'a été les déclics dans ma vie. Le pardon, je crois que c'est l'enjeu par excellence de l'être humain. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe, délicat, difficile. C'est une épreuve. J'en ai longtemps voulu au monde entier, au système solaire et même à Dieu pour ce que je vivais. Jusqu'au jour où j'ai compris que le pardon, ce n'était pas un cadeau qu'on faisait à notre bourreau. C'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes.
C'est un cadeau qu'on se fait pour enlever la rancœur, la haine et la vengeance de son cœur. Et quand vous enlevez tout ce noir dans votre cœur, il vous laisse tellement de place pour autre chose, pour l'amour notamment. Et donc j'ai pardonné mes parents parce que, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que moi je méritais d'arrêter de souffrir. Moi je méritais d'arrêter de faire des plans de vengeance. Moi je méritais d'avoir autre chose que de la noirceur dans mon cœur. Donc le pardon, il m'a sauvé la vie. Le pardon a contribué à l'homme que je suis. Et le pardon a donné du sens à ma peine et a donné du sens à ma vie. Donc je sais que c'est vraiment le défi d'un être humain. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une seconde dans sa vie. C'est quelque chose à nourrir continuellement. Parce que parfois une odeur me ramène dans une souffrance du passé. Un bruit me ramène dans un souvenir d'un moment extrêmement difficile où j'aurais parfois même préféré mourir plutôt que de continuer à essayer de survivre. Mais le pardon, une fois qu'on l'a atteint, on sent qu'on s'est amélioré, on sent qu'on s'est élevé en humanité. On a des parcours, on est complémentaires, on a chacun une richesse et c'est bien que de pouvoir partager et d'échanger cette richesse pour la mettre en contribution pour la société. Hein, Karim, on est bien d'accord. Hein. Mais moi, au niveau des rencontres, la première rencontre que j'ai faite en prison, c'est le livre. C'était une personne qui avait écrit un livre, c'est le livre. Et moi qui ne savais pas lire, qui était dyslexique, ça a été compliqué, quoi. Et la chance que j'avais eue, quoi, c'était une bibliothécaire qui formait le bibliothécaire, quoi, à la maison d'arrêt de Nîmes, qui m'avait dit, Monsieur Baptiste, ne vous embêtez pas, vous prenez un livre, vous le lisez, et si ça ne vous plaît pas, vous en prenez un autre. Et moi, j'étais dans ce schéma, quoi. J'ai dit, écoutez, on va faire simple, le livre, moi, je m'en fous, quoi. Vous parlez correctement, quoi. Je suis à la bibliothèque pour avoir un peu la cellule ouverte, quoi. Alors laissez-moi tranquille. Et elle m'avait dit, vous m'agressez, vous vous rendez compte, et effectivement, cette personne qui venait m'aider, verbalement, je l'agressais, quoi. Et je me suis mis à lire. Alors les mots, je ne les comprenais pas, j'allais chercher le dictionnaire, et des fois la définition, je ne la comprenais pas. Là, ça a été compliqué. Mais comme je le dis, je suis tombé sur un livre qui parlait d'abandon, des mécanismes de l'abandon. Et ça m'a ouvert des portes, comme je le dis, ouvert des portes sur les autres et sur moi-même, quoi. C'est important, quoi. Et la plus belle rencontre que j'ai faite en prison, me concernant, c'est moi-même. Il y a des cheminements qui passent, et on parle souvent des autres, tout ça, quoi. Et je suis en train de me découvrir aussi tous les jours, hein. Mais la plus belle rencontre, c'est celle que j'ai là. On sort différemment. On sort différemment. Et pour vous donner un exemple flagrant, quoi, la mère de mes enfants qui m'avait quitté en prison, moi, quand je suis sorti, j'ai dit, tu ne m'as pas quitté. Elle m'a dit, si, je t'ai quitté, je suis avec quelqu'un. J'ai dit, non, mais pour me quitter, il faut déjà qu'on se soit rencontrés tous les deux. Donc, il y a des mécanismes psychiques qui construisent des masques, qui nous protègent par rapport à la blessure qu'on a eue, qui nous font partir dans des déviances, que ce soit la délinquance, l'alcool, la drogue, quoi. Et quand on aime un peu tout ça, c'est pas évident, hein. Il y a des flips, on peut parler, bon, je parle à mon nom à moi, hein, on peut essayer de parler, de verbaliser ça maintenant avec une certaine à l'aise, quoi, mais derrière ces propos, il y a quelqu'un de seul qui a pleuré et qui a connu la solitude, hein, carrément. Parce que souvent les gens ils croient qu'on parle et que derrière... Non, on n'est pas des murs, voilà. Même si on était entouré de murs. Mais tu as raison quand tu dis que une des rencontres importantes aussi pour moi, ça a été celle de se rencontrer. Pour moi, ça a été le chemin de la gestion de ma colère, de ma violence. J'en voulais au monde entier et j'avais envie de sauter sur la tête de tout le monde à pieds joints. Parce que j'avais mal. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on m'avait fait autant de mal. Et la prison a cela pour elle. C'est-à-dire que l'enfermement, c'est contre nature, c'est inhumain. Hein. L'homme n'est pas fait pour être enfermé. Mais dans notre société, on enferme les gens. D'abord pour les renvoyer à eux-mêmes. Et c'est vrai que ces murs, une fois que j'ai arrêté de leur taper dessus, j'ai essayé de me dire, mais ma cellule, je la connais par cœur. Le moindre centimètre carré, la moindre mosaïque au sol, je la connais. Il n'y a qu'une seule chose que je ne connais pas dans cette cellule, c'est moi. Alors je me suis regardé de l'intérieur. Et j'ai essayé de chercher mon impulsivité, mon agressivité, ma violence, ma colère. De me dire, mais comment est-ce que je peux reprendre le contrôle de ça? Sans quoi je vais gâcher la vie des gens qui m'entourent, et certainement la mienne aussi. Donc, je comprends tout à fait, ça fait écho. Moi, j'ai vu des gamins rentrer à 18 ans
qui n'étaient pas délinquants, qui avaient commis une connerie, quoi, ou qui n'avaient pas payé de pension, et qui sont sortis toxicomanes. Ou qui ont créé des liens et qui sont partis de le banditisme. Et à contrario, j'ai connu des délinquants, j'en étais la preuve, quoi, qui ont pris des chemins différents. Tout dépend comment on est accompagné et de ce qu'on en fait de ce temps. Et effectivement, le juge qui a instruit mes dossiers de correction de cour d'assises, parce que comme toi je suis passé en cour d'assises, fait partie maintenant, il est président d'honneur de notre structure. Et les gens me disent, mais Joël, il t'a envoyé en prison. Je dis, il ne m'a pas envoyé en prison, c'est moi qui ai fait des conneries. C'était un juge, il fait son travail. Et il y a beaucoup de préjugés comme ça et des gens qui... Et quand on arrive à désamorcer et à faire comprendre tous ces mécanismes, on a un regard différent. Mais ce n'est pas évident, parce que quand on déconstruit, c'est pas évident, ça fait peur. Pour rebondir, je dirais qu'effectivement la prison transforme tout le monde. On ne peut pas laisser un individu un parcours indifférent, comme tu l'as dit, soit on aggrave des carences déjà là, soit effectivement on pose un cheminement de réflexion qui va nous amener vers la désistance. Mais la clé de tout ça, ce n'est pas la clé de la porte, c'est la clé de l'accompagnement, c'est la clé du sens de la peine. Le magistrat, lorsqu'il prononce une peine, c'est normal, il donne une réponse pénale à un acte délictueux qu'on a posé, il fait son travail. Maintenant, le sens de la peine, ce n'est pas au magistrat de le trouver, ce n'est pas au surveillant ni au directeur pénitentiaire, c'est à l'auteur, c'est à l'individu détenu, de cheminer, de comprendre qu'est-ce qui l'a amené là, qu'est-ce qu'il peut faire de ce temps maintenant, de ce temps carcéral. Donc trouver le sens de sa peine. Pour certains, on a la chance d'être né bien coiffé peut-être, et donc on a en nous les ressources pour s'introspecter et se poser ces questions profondes. D'autres sont attaqués de toutes parts dans la vie, par des carences sociales, familiales, psychologiques, psychiatriques même parfois. Sont attaqués par des addictions, sont en proie à des démons en lien avec leur violence ou leur colère. Quand vous mettez un toxicomane en prison et que vous ne traitez pas sa toxicomanie, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Quand vous mettez un pédophile en prison et que vous ne traitez pas sa pathologie, qu'est-ce que vous attendez de lui ? Donc en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on attend de nos prisons en France ? Est-ce que c'est juste un temps de châtiment où on met à l'écart les individus les plus dangereux de notre société ? Ou est-ce que c'est un temps de deuxième, troisième, quatrième ou 15e chance, s'il faut ? Dans un pays comme le nôtre, c'est le pays des libertés, c'est le pays de toutes les chances. La prison doit être une chance. Pour moi, ça a été une chance. Ça ne s'est pas fait sans bleu au corps, évidemment, parce que l'enfermement, ça laisse personne indifférent. Mais dans mon cas, la prison m'a aidé. Mais je l'ai forcé à m'aider. Quand j'ai fait des courriers où le chef de bâtiment vient me voir et me dit « Arrête de m'écrire parce que je peux refaire la tapisserie de tout mon salon avec tes petits courriers. » J'ai dit « Alors donne-moi une place à l'atelier, je veux travailler. Donne-moi une formation. » Quand j'ai dû faire une grève de la faim pour avoir accès à une formation, est-ce que c'est normal ? Donc effectivement, la prison ne laisse pas indifférent, elle transforme, parfois elle cabosse, parfois elle détruit, mais parfois elle donne aussi un contexte favorable à une introspection et une reconstruction de l'individu. Mais là encore, c'est le travail pluridisciplinaire d'un tas de personnes, de professionnels autour de nous. Quand vous avez un psychologue pour 400 détenus, est-ce qu'on donne un sens à la peine ? Est-ce qu'on donne une chance à un parcours de réinsertion ? Quand on sait qu'un parcours de réinsertion, ça a été objectivé par des chercheurs, ça se met entre 7 et 9 mois. Combien vous avez de détenus incarcérés pour moins que ce temps ? Donc, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut que soit la prison, à quoi elle sert la prison dans notre société ?